Chapitre 4. Le club d'essai ou l'ère des expériences. Jusqu'en 1957, date de son deuxième opéra, l'activité professionnelle de Georges Delerue fut presque entièrement consacrée à la composition et à la direction de musique de scène. Pourtant, dès 1952, le compositeur commença à diversifier ses activités. Hasard des rencontres ou commandes, on ne peut plus officielles, toujours est-il que Delerue se retrouva happé comme beaucoup par le bouillonnement culturel du club d'essai de la RTF. Bastion du monopole d'État, la RTF jouait pourtant un rôle primordial dans le giron de la très tumultueuse vie musicale des années 50. Si la diffusion radiophonique d'opéra ou d'opérette permettait aux chefs parisiens de quitter momentanément les fosses du Châtelet, des concerts Padeloup ou L'Amoureux, quelques-uns profitèrent de l'opportunité pour tenter sous l'impulsion d'Henri Dutilleux et de Manuel Rosenthal la promotion des musiciens maudits de l'école de Vienne, alors très peu joués dans la capitale. Mais ces ouvertures en restent au stade de l'exception, car c'est surtout le club d'essai, véritable cheval de Troie au sein de l'institution, qui permit à la RTF de marquer de son empreinte les batailles musicales d'alors. Structure souple, produite par le poète Jean Tardieu, le club d'essai de la radiodiffusion française était essentiellement organisé autour de jeunes créateurs. Des groupes, du Maillet, Pollack. Ce dernier y anime pour l'amour du théâtre François-Régis Bastide, Une idée pour une autre, ou des chroniqueurs sans poigne sur les derniers spectacles culturels de province, Le Masque et la Plume, connaissent ses premiers balbutiements. Cette forme de carte blanche, largement ouverte sur l'expression contemporaine, permettait à de jeunes journalistes, musiciens et auteurs dramatiques d'être diffusés auprès d'un large public, tout en vivant les conditions d'exercice du métier bien souvent réalisées dans l'urgence du direct. Le club d'essai de la RTF fut aussi un tremplin pour de nombreux hommes de télévision des années 60. Des auteurs dramatiques tels que Ionesco, Bertini ou Beckett, enfin des musiciens issus comme Delerue de la jeune école française. Gartenlaube, Lansène, Chêne, Damas, Constant. Or, en 1952, au club d'essai, deux catégories de musiciens se côtoyaient et, semble-t-il, s'ignoraient poliment. Les expérimentateurs tenaient le devant de la scène. Pour eux, le changement des systèmes de composition devait s'accompagner d'une révolution de l'interprétation instrumentale et de la diffusion du son. On ne parlait plus de musique, mais de masse sonore. Le terme d'acousmatique, jusque-là bien oublié, fut remis au goût du jour sous la plume de l'écrivain Jérôme Peignot. Autant dire que la musique concrète issue conjointement de manipulations de sons réels et des expériences de quelques pionniers de l'informatique connaissait un véritable engouement. Le patron de la RTF finit par céder un recoin des locaux de la radio à Pierre Henry et Pierre Schaeffer, qui fondèrent ensemble le légendaire studio de musique concrète, véritable pépinière de talents. Les maîtres, y voyant une ouverture sur d'autres horizons, iront dans la foulée s'essayer à cette révolution musicale. Ainsi Sauguet créa les trois aspects sentimentaux. Darius Milhaud, venu essentiellement au studio par curiosité, composa La rivière endormie. Olivier Messaillant réalisa dans le même temps Timbre duré, 1952, et Pierre Boulez ses deux études, 1952-1953. L'autre pôle de recherche musicale s'organisait autour du compositeur Henri Dutilleux, alors responsable du secteur création de la RTF. On y retrouvait Georges Delerue, engagé depuis peu en tant que chef d'orchestre, ainsi que de nombreux autres compositeurs de cette même jeune école française. Ne refusant pas la modernité, il la revendique cependant attachée à la continuité musicale du XXe siècle et au lyrisme légué par la tradition. Leurs maîtres sont Honegger, Schoenberg, Stravinsky, Olivier Messaillant, c'est-à-dire essentiellement des compositeurs ayant assuré une synthèse entre tradition et modernité. Le secteur création, carrefour de tous les nouveaux projets culturels, consacrait une large part de son temps à la recherche sur la mise en onde originale des programmes radiophoniques. Les metteurs en ondes et réalisateurs radio aspirant à un renouvellement du langage musical de leur mise en scène s'adressaient à Henri Dutilleux, qui les mettait en relation, en fonction du type de travail à illustrer.
essentiellement des dramatiques, genre alors prédominant dans la grille des programmes de la RTF, avec un compositeur ou un chef d'orchestre. Certains d'ailleurs excellaient déjà dans un véritable travail de mise en scène du son, une sorte de cinéma sans images, où le rôle de la musique pour Delerue s'approchait déjà subrepticement de ce qu'il allait produire plus tard pour le 7e art. Le compositeur travaillera à la RTF, club d'essai et division d'Henri Dutilleux, durant près de 6 ans. Dutilleux, passablement agacé par ceux qui ne voient dans la musique de son collaborateur que le côté classique ou romantique qui transparaît de sa production pour le cinéma, n'hésite pas à rappeler le travail de recherche réalisé à cette époque. Comme en matière de musique de film, mais sans s'être spécialisé dans cette forme d'écriture, Georges Delerue a su révéler l'étendue de ses dons et sa facilité d'adaptation, chaque fois que son concours était sollicité pour illustrer un texte littéraire ou dramatique. Nous avons ainsi travaillé sur Ariane, opéra de chambre, livret de Michel Polac, et Une regrettable histoire, opéra de chambre, livret de Boris Vian, diffusé en 1954 et 1961. Par leur qualité, les partitions radiophoniques de Georges Delerue me semblent avoir dépassé le cadre un peu restrictif de la simple illustration musicale en s'approchant d'une forme d'expression où verbe et son se trouvent étroitement confondus. C'était en tout cas le but de nos recherches avec Delerue à l'époque où j'avais la responsabilité de ce secteur, création, en étroit contact avec Henri Barrault et Paul Gilson à l'ORTF. Avec quelques autres musiciens de la jeune école française, Georges Delerue était alors de ceux qui, par leur talent, pouvaient parvenir à faire évoluer et à développer cette forme d'expression en travaillant en étroite relation avec les réalisateurs, les interprètes, les chefs d'orchestre, les comédiens, les metteurs en ondes. En somme, un véritable travail d'équipe. Lettre d'Henri Dutilleux à l'auteur, 28 avril 1993. La présence de Georges Delerue dans les couloirs de la radio lui permet également de signer en ces années-là, aussi curieux que le rapport puisse paraître, la majorité des sons et lumières français. Véritable carrefour des arts et de l'histoire, le son et lumière naîtra lui aussi au début des années 50, dans le foisonnement des recherches de la RTF, axées autour du son. Dès 1950, diverses actions furent menées pour redonner vie au château de la Loire, dont la fameuse route des châteaux lumineux. Le 30 mai 1952, le premier son et lumière du monde était mis en scène autour du plus célèbre des châteaux de la Loire, soirée historique baptisée les Riches Heures de Chambord. Cette première mondiale, placée sous la présidence d'André Cornu, alors secrétaire d'État aux Beaux-Arts, fut saluée par un certain nombre d'intellectuels de tous bords, dont François Mauriac et Maurice Genevoix. Le 5 juillet 1952, on émit un timbre pour l'occasion et le président de la République, Vincent Auriol, inaugura officiellement ce spectacle, marquant le début d'une floraison dont les multiples variantes iront jusqu'à nos jours. Dès lors, les mises en scène en plein air se succédèrent au rythme des nuits d'été. Au total de 53 à 57, on ne compta pas moins d'une centaine de spectacles du type dans l'Hexagone. Des noms illustres les soutenaient, signant tantôt les textes, prêtant tantôt leur voix. Marcel Achard, André Mauroy, Paul Viallon ou encore André Castelot. L'un des rares, avec Maurice Jarre, à avoir participé à l'aventure du théâtre total, Georges Delerue, fut constamment sollicité. On comprit vite tout l'intérêt apporté par l'expérience de l'ancien compositeur de Villars à ce genre de réalisation. De plus, lui-même semblait apprécier ce nouveau concept qui finalement ne différait pas tant des grandes mises en scène de Nîmes et d'Avignon. C'est un moyen de communication fantastique, car avec la multiplication des sources sonores, on peut jouer sur l'espace en maniant de grandes masses sonores. Delerue signera au total une trentaine de sons et lumières dont la liste exhaustive fait apparaître certaines réussites majeures. Sans aller jusqu'à l'énumération, citons néanmoins La Libération de Paris, 1954, Chambord, 1965, Les Pyramides, Égypte 1961, une partition étonnante pour chœur et orchestre dans la lignée des grands scores épiques des péplums de la MGM. Les Invalides 1970, la cathédrale de Strasbourg 1971, le bicentenaire de l'indépendance des États-Unis, Mount Vernon, USA 1976 et plus récemment des cinécénies telles que celle réalisée au Puy du Fou 1982, au barrage d'Assouan
Égypte 1984 ou encore Aux Hospices de Beaune 1987. Une telle variété géographique posait inévitablement le problème du travail du compositeur en fonction de l'espace scénique dans lequel devait être diffusée la musique, un problème finalement contourné dans la plupart des cas. Il n'y a pas de doute que j'ai fait des sons et lumières dans des coins où je ne suis jamais allé. J'ai des documents photographiques et je travaille en fonction du découpage du texte, qui a été étudié de très près, d'une part avec le metteur en scène du spectacle, d'autre part avec le littérateur qui travaille sur le texte. J'interviens également pour donner mon avis sur la distribution de la musique par rapport au texte et par rapport au mouvement de la lumière. Au départ, c'est donc une discussion qui se passe sur scénario et sur photo. En général, quand c'est un cadre prestigieux, comme à Karnak ou à Luxor, on sait très bien où ça se situe et on voit très bien l'échelle. Il n'est donc pas utile d'aller sur les lieux. Par contre, quand j'écrivais des musiques de son et lumière en France, il était facile de s'y rendre. Il était utile de voir l'ambiance, l'heure où ça allait se passer, car la qualité de la nuit n'est pas partout la même. Je sais très bien où se trouvent les sources sonores, parce que là c'est un problème de stéréo, de quadriphonie, de multiphonie d'ailleurs, car sur le texte tout est établi sachant que le son viendra de derrière ou de devant. De toute façon, la musique est en fonction du texte et du jeu de lumière, plutôt que de l'emplacement géographique. Entretien avec Luc Van de Ven et Daniel Mangot, soundtrack numéro 27, 1987. Chapitre 5. Cognac Jay, l'âge d'or des studios. Des studios de la RTF, le chemin de ceux de la télévision naissante n'était pas si éloigné. Dans les années 50, la télévision n'était encore qu'une dépendance expérimentale de la radio. Dépendance dont la ligne politique se voulait l'héritière directe du programme culturel du CNR. Distraire, informer, cultiver. Aussi vaste que soit le programme rue Cognac-Jay, les luxueux locaux où se montaient les premières émissions se limitaient en fait à un modeste bureau faisant office de salle de projection, muette de surcroît, 2 salles de montage rudimentaires, une régie, enfin un hall équipé de 4 caméras solennellement baptisé pour la circonstance plateau numéro 1. Le deuxième ouvrira en 1953 de dimension encore plus réduite. Il n'existait aucun moyen d'enregistrement. Toutes les émissions passaient en direct avec les aléas inhérents au système et aujourd'hui entrés dans la légende. Perche dans le champ, technicien coincé sur le plateau, affaissement de décor en carton-pâte, sans oublier les trous de mémoire ou fous rires des acteurs déclenchant invariablement l'affolement général en régie. Autant dire qu'en 1952, la télévision encourait un mépris généralisé tant de la part des gens du cinéma que de ceux du théâtre et de la radio. Ces derniers d'ailleurs rechignaient en voyant leur crédit diminuer pour des expériences peu convaincantes, considérées pour les plus sceptiques comme sans avenir. Une formule qui, on l'avait alors oubliée, avait déjà fait date. Hormis celle déployée autour du journal parlé, l'autre grande mise en scène de la semaine était inévitablement vouée, comme à la radio, à la dramatique. Un rendez-vous attendu dans les milliers de rares foyers alors équipés de récepteurs. Tournée sur le plateau numéro 1, la diffusion de la dramatique mobilisait toutes les énergies durant plusieurs semaines. On découpait la pièce en 300 à 500 plans situés dans une vingtaine de décors différents. La répétition pouvait prendre un temps considérable, chaque déplacement, chaque mouvement de caméra devant s'insérer dans l'emplacement prévu, sous peine de faire s'effondrer tout l'édifice et de déclencher en direct la panique sur le plateau. Il fallait dans ce cas, face au public, improviser une solution de rechange, tandis que l'orchestre, ostensiblement, devait jouer un interlude de son cru. Dans ces conditions, le travail de Georges Delerue approchait à chaque diffusion le tour de force. C'est beaucoup sans doute que de battre la mesure devant l'orchestre, de savoir l'encourager, lui donner l'élan lors du lancement du générique tout en modérant son tempo à l'occasion, d'indiquer à chaque instrumentiste le ton du solo à jouer, de rappeler à l'ordre des chœurs parfois inattentifs, de donner à chaque acteur le signal d'entrée en scène, de parer aux défaillances et au manque de mémoire de ces derniers. Tout ceci sans oublier les travaux préparatoires à la diffusion de la dramatique, les répétitions partielles et complètes, la confiance qu'il faut savoir inspirer et communiquer à tous. Delerue se souvient des conditions archaïques de diffusion. J'ai fait de la télévision alors qu'elle n'en était encore qu'à ses premiers balbutiements. Ma première dramatique a été Prince du sang,
de Vicky Hivernel en 1952 ou 1953. Il devait y avoir 1200 ou 1500 spectateurs et on enregistrait à Cognac-Jay. J'avais l'orchestre en direct, un peu comme au temps du muet, et j'attendais le signal de l'assistant, quand la caméra était en place pour arrêter ma musique de scène. In Cinema 80, numéro 259-260, juillet-août 1980. Au total, près d'une centaine de dramatiques étaient ainsi produites chaque année, un chiffre bien en dessous de la demande, le genre ayant en effet déclenché un véritable engouement auprès du public. Il faut rappeler que la télévision ne diffusait encore ni feuilletons, ni films sur support pellicule. Les textes de Goldoni, Calderon, Shakespeare ou Beckett constituaient alors l'heureux moyen d'évasion de la majorité des spectateurs. Pourtant, à cette époque de la télévision naissante, l'apport de Delerue ne fut pas très significatif pour deux raisons singulièrement liées au genre des dramatiques. D'une part, il s'agissait souvent de la retransmission de pièces dont la musique avait déjà été composée par Delerue dans le cadre des théâtres parisiens. D'autre part, s'il s'agissait de créations spécifiques, leur jeu très littéraire sur fond de décors peu fournis, une caméra peu mobile, le tout accentué par des dialogues prépondérants, rendait ces dramatiques assez proches de ce qui se faisait dans l'enceinte des théâtres. Aussi, les musiques de coulisses n'avaient pas forcément besoin de s'adapter à un nouveau langage. Il faudra attendre l'arrivée à la direction des dramatiques d'André Franck, ancien lecteur de textes venu de chez Barrault, pour voir effectivement apparaître des fictions théâtrales montées intégralement pour la télévision. Claude Lourcet confie ainsi à Georges Delerue en 1957 la musique de La Nuit des Rois de Shakespeare. L'année suivante, le musicien signe l'Alcade de Zalamea de Calderon, dans une mise en scène de Marcel Bluval, avant de s'illustrer en 1959 sur Macbeth, réalisé par Claude Barma. 3 pièces clés pour 3 succès notables, si bien que l'on commence à étiqueter Delerue. J'ai longtemps eu la réputation comme musicien de scène d'être un spécialiste des pièces à costume et de la période élisabéthaine. Il y a dans le théâtre de Shakespeare une vie intense qui donne 1000 directions aux musiciens. Quand il s'agit de Shakespeare, la musique de scène se rapproche de la musique de film. Mais Shakespeare offre toutes les bonnes choses du cinéma sans en avoir les défauts. Archives privées de l'auteur. La télévision en ces temps-là était d'ailleurs une affaire qui tournait plutôt bien. De 24 000 récepteurs en 1952, avec quelques 10% des foyers pouvant recevoir les émissions de la Tour Eiffel, on passa en 1957 la barre symbolique des 50% du taux de couverture nationale. On racheta à ce moment-là les anciens studios Gaumont des Buttes-Chaumont, ce qui permit de doter la télévision française pour les quelques 35 années à venir d'un outil de travail à la mesure de sa tâche. La télévision française connut plus tard, au milieu des années 60, les grandes heures du feuilleton historique. Le tournage 16 mm se développa sous la direction d'Albert Olivier, Claude Contamine, et les sociétés privées de production fleurirent un peu partout aux abords de la capitale. Télécip, Paris Télévisions, Société Nouvelle Pathé, Technisonore, etc. Le premier feuilleton du genre, Le Chevalier de Maison Rouge, fut vite suivi de toute une série de pâles imitations correspondant à l'ouverture de la deuxième chaîne en 1964 et à l'apparition de la couleur en 1967. On embaucha ainsi Delerue en 1967 pour Thibaut des Croisades, série de 13 épisodes dans la lignée des Thierry Lafronde, réalisée par Joseph Drimal et Henri Colpi. L'action de la série se situait vers 1140 à la fin d'une première croisade de 45 ans, inspirée par le pape Urbain II. Sorte de western médiéval, Thibaut des Croisades s'attardait moins aux détails de la reconstitution historique qu'aux scènes d'action rondement menées, censées se dérouler dans une Palestine où s'affrontent simultanément Francs, Sarrasins et Turcs. En 1968, l'ORTF s'intéressa à son tour à la vie singulière de Johann August Sutter, ce Suisse qui faillit devenir empereur de la Nouvelle-Helvétie, actuelle Californie, et qui inspira Blaise Cendrars pour L'Or. Déjà en 1930, à Hollywood, Eisenstein avait proposé à la Paramount un scénario tiré du sujet, L'Or de Sutter. Projet laissé au tiroir mais racheté quelques années plus tard par Universal qui produisit en 1935 Sutter's Gold de James Cruise. L'ORTF confia donc la réalisation du remake à Henri Colpi qui terminait au même instant Heureux qui comme Ulysse sur une musique de Delerue.
Naturellement, le musicien suivra Colpi pour fortune. Pourtant, malgré des ambitions de départ laissant présager une grande fresque télévisée, le projet sera en grande partie escamoté par la production. Budget ultra limité, tournage limité à 10 semaines autour des décors de Saint-Louis, de New York et de l'Alaska reconstitué, en Espagne. Le savoir-faire de Colpi ne pourra pas sauver grand-chose. Mieux, le téléfilm tourné en couleur ne sera diffusé qu'en noir et blanc en 1968. Aux puristes qui s'interrogent sur le passage d'un compositeur de cinéma à la télévision, Delerue répondait en avançant la plus grande liberté de travail offerte par le petit écran. Il n'y a pas beaucoup de différence, mais le problème n'est pas le même. Au cinéma, on fait un produit qui peut déboucher par exemple sur l'exploitation d'un disque. À la télévision, on fait une dramatique, une émission, on essaye de la faire le mieux possible, mais on peut se livrer à des recherches beaucoup plus grandes qu'au cinéma. De toute façon, le produit sera présenté et ne dépend pas des contraintes des distributeurs du cinéma commercial. Un exemple, quelque chose de dramatique, d'intense. Vous pouvez à la télévision l'écrire pour un quatuor à cordes. Cela se passe très bien. Quant à écrire la même chose pour le cinéma, je me poserai la question. J'ai l'impression que dans une salle de cinéma, les spectateurs n'ont pas le spectacle intime du petit écran et que le quatuor à cordes ne passerait pas. Entretien avec Laurent Boer, 22 février 1980. Quoi qu'on en pense, les faits montrent finalement que pour les musiques de télévision, Georges Delerue s'appliqua du mieux qu'il put, même si dans le nombre entre musique alimentaire et générique soigné, quelques partitions restent d'un niveau assez inégal. On retiendra toutefois les noms de quelques succès. La cloche tibétaine, Michel Wynne, 1975. Splendeur et misère des courtisanes, Maurice Cazeneuve, 1976. Joséphine ou la comédie des ambitions, Robert Mazoyer, 1979. Et surtout Les Rois maudits, Claude Barma, 1973. Cette super production historique de 6 épisodes très proche d'une mise en scène théâtrale type TNP, personnages annoncés en voix off, concours de Jean Deschamps, Jean Piat, Louis Seigné, Georges Marchal, Henri Viret-le-Jeu, remporta un énorme succès populaire avec 38% d'audience en moyenne et permit à l'ORTF de doubler ses ventes à l'étranger cette même année. Georges Delerue avait composé pour l'occasion une importante musique modale dans la tonalité de l'époque. Je n'aime pas beaucoup les anachronismes musicaux et je préfère composer quelque chose qui ne soit pas en porte-à-faux avec l'histoire. Ce n'est pas une position intellectuelle, c'est juste une gêne instinctive. Placer un accord contemporain dans une partition destinée à un film historique, cela me donnerait l'impression que l'on a glissé une phrase d'argot entre deux alexandrins. Le Cinématographe, numéro 62, novembre 1980. Quelques collaborations télévisées se poursuivirent au cinéma, notamment celle avec Marcel Buval, qui, lors de ses 2 incursions dans le long-métrage Carambolage et Le Monde Charge, fit appel au compositeur Michel Wynne, réalisateur sorti de l'IDEC en 1953, ancien assistant de Clair, Verneuil et Lamoris, confiera de même les musiques de toutes ses réalisations télévisées à Delerue, ainsi que celles de son premier film Oublie-moi Mandoline en 1975. Idem pour François Leterrier ou Nadine Trintignant. Mais l'inverse peut aussi se vérifier, puisque le compositeur suivra à la télévision Henri Colpi, Roger Pigault, Marcel Camus, Jean-Louis Buñuel et Claude Chabrol. En 1967, la télévision britannique sollicita le compositeur pour l'inauguration officielle de la Mondovision, dont elle était chargée de la coordination. La soirée d'inauguration fut une grande réussite. Delerue dirigeait pour le final un ensemble impressionnant comprenant l'Orchestre Philharmonique de Vienne et les Petits Chanteurs de Vienne, reprenant en chœur dans toutes les langues l'hymne Notre Monde, Our World, tout spécialement composé par le musicien à cette occasion. Cela a été un grand moment dans ma vie, confiera-t-il plus tard. Les USA partagent le même avis. Il recevra en 1968 un Emmy Award pour cette contribution à l'avancée mondiale de la télévision. Chapitre 6. Moteur. Musique. Le cinéma substitue à nos regards un monde qui s'accorde à nos désirs. André Bazin. Cette phrase de Bazin, immortalisée dans le générique du Mépris, suffit à évoquer l'immense activité créatrice que Georges Delerue déploya au service du 7e art, auprès duquel il acquit en grande partie sa célébrité. Ceci dit, le passage au long métrage ne se fit pas du jour au lendemain. Tout commença par une suite logique d'événements. En fait, j'avais une grande envie de faire de la musique de film. D'abord, j'aimais bien le cinéma.
Et je m'étais aperçu très souvent en allant au cinéma pendant mes études au Conservatoire de Paris qu'il y avait des ouvertures pour faire des choses intéressantes sur le plan musical, et j'étais passionné par ça. Mais entre le désir d'écrire de la musique de film et la possibilité d'entrer dans le milieu, surtout quand on ne connaît personne, c'est quand même très difficile. Or, il se trouve que le passage au cinéma s'est effectué bizarrement. Je travaillais à ce moment-là au théâtre de Babylone, avec Serrault et des tas de gens comme ça. Et j'ai rencontré une dame qui était amie avec le chargé de l'information de presse du ministère de la Marine. Il venait de terminer un film sur la croisière du Jeanne d'Arc, ou je ne sais quoi. Enfin, ça s'appelait Ingénieur de la mer. Et il m'a dit « Est-ce que ça vous intéresserait d'écrire la musique du film ?» Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler là-dessus, sur ce court-métrage documentaire, et ça m'a beaucoup intéressé. Ça marchait bien et ça a continué. Je n'ai fait à ce moment-là que des courts-métrages, surtout des courts-métrages alimentaires, car il fallait vivre. Cinéma 80, numéro 259-260, juillet-août 1980. Les films industriels jalonneront, comme beaucoup d'autres compositeurs de sa génération, les modestes débuts cinématographiques de Georges Delerue. Cette première approche du cinéma fut d'ailleurs assez ingrate, si l'on en juge par les souvenirs du musicien. J'ai illustré toute une série de courts-métrages industriels qui allaient de la naissance du plutonium à l'exploitation du pétrole dans le Sahara, et presque jusqu'à la fabrication du camembert synthétique. Il y avait de tout, des films que j'ai faits pour gagner ma vie. Je me souviens d'un titre, Le zinc dans l'architecture contemporaine. On a du mal à imaginer combien cela peut vous inspirer. Entretien avec Jean-Pierre Blesse, positif numéro 389-390, juillet-août 1993. Delerue mentionnait toutefois l'apport du film industriel au niveau de la précision, des contraintes du minutage, de la possibilité pour le compositeur d'accompagner un discours narratif donné, une activité qui durera 6 ans environ, complétée dès 1956 par la composition de musique pour les publicités, alors projetées principalement en salle lors des entr'actes. L'année de la 3e semaine de congés payés, de l'excroissance des vacances et de la consommation dopera en France le marché du film publicitaire, genre cinématographique auquel le musicien ne s'attardera pas longtemps. C'était pour moi, déclarait-il, une fuite en avant dangereuse, loin des techniques enseignées au conservatoire. La publicité faisait à l'époque preuve d'une inventivité artistique que l'on regretta longtemps. Lemoine et Raïc, les deux vedettes du genre, signaient des petits chefs-d'œuvre de films d'animation doublés de slogans particulièrement corrosifs. L'aventure permit toutefois à Delerue de signer quelques bonnes partitions. J'ai travaillé avec Étienne Raïc, Jean-Pierre Rennes, Lemoine. 2 films étaient assez réussis. Une publicité pour les potages Magie, c'était un ballet de bœuf monté par Colpi, et un autre pour la gaine Chantelle, réalisé suivant le principe de la stroboscopie, où l'on voyait la décomposition des mouvements d'une danseuse. J'ai appris beaucoup de choses avec les musiques publicitaires, la précision surtout. C'est là que j'ai appris complètement le langage cinématographique et l'importance du montage. Il est plus difficile d'écrire une musique qui soit efficace en 1 minute qu'une symphonie de 3/4 d'heure. Cinéma 64, numéro 89, octobre 1964. En 1956, notre Roubaisien apportera un autre registre en signant son premier court-métrage artistique, un genre lui aussi très florissant depuis la mise en place en 1953 d'une prime d'État attribuée sur des critères de qualité. François Reichenbach propose ainsi à Georges Delerue d'écrire la musique des Marines qu'il vient de tourner. Suivront assez rapidement d'autres courts-métrages, documentaires poétiques ou pure fiction comme Images en Sologne de Paul de Roubaix, Les Surmenés de Jacques Daniel-Valcroze ou encore La mer et les jours de Raymond Vogel. De cette époque, le compositeur avouera quelques préférences. Il y a un court-métrage que j'aime beaucoup et dont j'ai écrit la musique. C'est L'amour existe de Maurice Pialat. C'est un film très courageux qui sort des sentiers battus. Il est plein de cœur et de bonté. Les bidonvilles à 3 kilomètres des Champs-Élysées. Pour ce film, j'étais entièrement libre de faire ce que je voulais. Jeune inconnu venu de la peinture et du théâtre, Pialat avait en effet décroché une prime du CNC pour tourner ce court-métrage qui décrochera le prix Lumière 1961 ainsi que le Lion d'Or de la Biennale de Venise la même année. Dans la catégorie court-métrage, certes, mais cela ne gêne en rien une presse plus en souci pour les premiers avatars des jeunes Turcs des cahiers d'ignorer la performance de Pialat. Les portraits sociaux de banlieue ne semblaient pas être à l'ordre du jour. Sur une musique de Delerue, les parcours des 2 hommes s'étaient déjà croisés.
alors que Piala tenait un rôle secondaire dans la distribution de Jules César d'Hermentier au Festival de Nîmes 1955. Le cinéaste fixait déjà fortement l'originalité de sa production future, sorte de portrait néo-réaliste d'une frange assez peu représentée dans le cinéma français, sise entre la petite bourgeoisie et le monde ouvrier. L'activité de Delerue dans le court-métrage sera foisonnante. Le musicien signera 7 films en 1957, 10 en 1958, 11 en 1959, pour atteindre le sommet de 15 en 1960, une production avoisinant les 140 titres, tous genres confondus sur l'ensemble de la carrière du musicien. Il faut rappeler que la voix du court-métrage était encore le moyen d'excellence pour de nombreux assistants de faire leurs premiers pas dans le long. Moyen qui permit à de jeunes cinéastes apparus au début des années 60 d'acquérir un professionnalisme souvent absent des films de la nouvelle vague proprement dite. Au risque de surprendre, il semble que Georges Delerue doive autant son passage au cinéma aux courts-métragistes issus du groupe des 30, Cast, Varda, Resnais, Fabiani, Vogel, Villard-Desbaux, etc., qu'aux cinéastes de la nouvelle vague. 3 exemples. Les collaborations avec Varda, Cast et Resnais, eux-mêmes principaux représentants de cette tendance du nouveau cinéma. Delerue note « En fait, je suis arrivé au cinéma autant par la direction d'orchestre que par la composition. C'est ce qui m'a permis d'apprendre ce qu'était une musique de film. Je la voyais de près puisque je la dirigeais. » En effet, les interventions de Georges Delerue en tant que chef d'orchestre aboutirent à des liens privilégiés avec l'ex-photographe du Festival d'Avignon. Si le compositeur dirigea la musique de Pierre Barbeau pour La Pointe Courte, il signera par la suite pour Agnès Varda les partitions d'Opéra Mouffe 1958 et Du côté de la côte 1959. Le travail pour Resnais est assez voisin. Chef d'orchestre attitré du réalisateur, Delerue sera naturellement sollicité par Resnais lorsque ce dernier passera au long métrage en 1959. Cette même année, c'est encore grâce à un court-métragiste, Pierre Cast, que Delerue franchira le pas du grand film. Le musicien est amené à composer cette année-là pour 3 courts-métrages du réalisateur. Du remontage de ces films et de l'ajout de passages musicaux de liaison naîtra le second long-métrage de Cast, sorti sous le titre « Le bel âge ». Ce film fixait déjà les thèmes de prédilection du cinéaste, essentiellement la revendication de liberté amoureuse, thème qui reviendra à des degrés divers dans chacune de ses réalisations. Pour Georges Delerue, ces 8 années passées à s'essayer aux divers arts de la scène et aux différentes formes de cinéma lui avaient permis d'acquérir largesse d'esprit et professionnalisme. À 34 ans et au centre du renouveau cinématographique, une nouvelle carrière de compositeur vouée entièrement au 7e art semblait plus que jamais s'ouvrir à lui.